Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire le débrief de la deuxième étape du Tour du Luxembourg. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé. On va parler encore de sécurité parce que le final était extrêmement dangereux. Puis on parlera des coureurs au top et des bonnets d'âne. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Vous pensez que ça peut les intéresser dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. Je remercie les gens qui le font. Vous pouvez également rajouter la petite cloche. Comme ça, vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Et plus vous cliquez rapidement sur une notification, sur une miniature, plus la vidéo est mise en avant par YouTube. Je rappelle que pour avoir la petite cloche, il faut cliquer sur s'abonner. Puis ensuite, vous avez un petit... Enfin, si vous cliquez sur le côté, sur la droite, vous avez un petit triangle, voilà, un petit menu déroulant pour trouver rapidement ces informations-là. Bon, on commence tout de suite avec cette deuxième étape du Tour du Luxembourg. Une étape qui était plutôt réservée pour les sprinteurs, même s'il y avait encore une fois une petite bosse à 2 km de l'arrivée. Donc il fallait faire attention parce que ça pouvait être assez technique. Avec cette bosse et surtout est-ce que ça allait créer des écarts si on allait rouler vite, mais on sait très bien que c'est plutôt le week-end qui allait être intéressant. Demain, avec une étape où il va pas falloir rater les 30 derniers kilomètres. J'ai oublié de faire la présentation de l'étape dans le classement parce que j'ai déjà enregistré la partie classement. Je peux vous dire que déjà demain, c'est vraiment les 30 derniers kilomètres, ça va être les montagnes russes. Demain, l'étape fait 202 kilomètres. Et vraiment à 30-40 km de l'arrivée, il faut vraiment être devant la télé parce que ça va être très très nerveux. Et puis samedi contre la montre, la veille du contre-la-montre des championnats du monde, et puis dimanche, le même jour que le chrono des championnats du monde, c'est l'étape, c'est le parcours autour du Luxembourg là qui est toujours un petit peu nerveux, où il se passe souvent pas mal de choses. Bon, on va commencer par la sécurité. C'était pas top encore aujourd'hui. Alors j'en avais déjà parlé hier avec ce camion qui empiétait un petit peu sur la route lors de la zone d'arrivée. Alors là, la zone d'arrivée, le camion était plutôt sur le trottoir. C'est juste que déjà la zone d'arrivée n'était pas très large. On était sur une rue à 2 voies, mais vous savez, les 2 voies où vous avez quand même du mal à passer avec 2 grosses voitures. Si vous passez avec 2 grosses voitures, il faut qu'il y en ait un qui rabatte les rétros, sinon ça passera pas. Donc il devait y avoir 6 mètres de large, je pense pas beaucoup plus que 6 mètres de large sur la zone d'arrivée. Et puis surtout, eh bien là, on arrivait à un final en faux plat descendant, c'est-à-dire que on avait une belle petite descente qui était pas hyper dangereuse, elle était rapide et encore on était à 80 km/h selon les informations de la course, mais c'était pas dangereux parce qu'au Luxembourg il n'y a pas forcément d'épingles ou de routes hyper techniques. Le problème c'était les 2 derniers kilomètres. Alors certes il n'y avait pas d'intersection, mais par contre, il y avait un enchaînement de courbes et notamment, on arrivait en courbe. Aujourd'hui, il y avait pas mal de courbes dans le final, enfin dans ces 2 derniers kilomètres, et en plus, c'était faux plat descendant. Donc, faux plat descendant, courbe, c'était quand même très dangereux, ce qui a quand même un petit peu avantagé Mats Pedersen parce que pourquoi Van Der Poel n'a pas réussi à battre Pedersen? Bon, déjà, il y avait un écart de puissance, certes, mais surtout, Van Der Poel, pour qu'il batte Pedersen, vu que Pedersen s'était mis à la corde, il était obligé de passer par l'extérieur et donc d'emmagasiner plus de vitesse pour tenter de dépasser Pedersen, ce qui était assez compliqué, il faut bien le dire. Et ce qui a fait que le final était hyper rouleux, ça frottait un petit peu dans tous les sens dans ces 2 derniers kilomètres. C'était pas un final très sympathique. Enfin, moi, j'ai pas trouvé ça extrêmement bien. Voilà, cette, euh, cette finale, enfin ce final d'étape, parce que je trouvais que voilà, par exemple, vous voyez la porte, il a fait boule de flipper et notamment vers l'extérieur. C'était pas exceptionnel. Bon, on regarde tout de suite le résumé de l'étape du jour. Et on commençait avec 2 non-partants pour ce début de journée. Marco Brenner de la Tudor et Cédric Black Christopherson de la TDT Unibet, l'équipe néerlandaise.
à peu près à 140 km de l'arrivée, parce que c'est pas très précis sur Pro Cycling Stats. Vous avez l'échappée du jour qui a réussi à sortir. Et des revenants, Alexandre Kess, qu'on avait vu hier, j'avais écorché son prénom, son nom hier surtout. Et puis Pepijn Reijnderink, le coureur néerlandais dont on avait parlé hier. Échappée qui sera seulement composée de 2 coureurs. Et au même moment, nous avons une chute qui va coûter l'abandon de Mathias Skelmose, le coureur de la Lidl Trek, et ce qui inquiète forcément la sélection danoise pour ces championnats du monde, parce que c'était quand même la tête d'affiche du côté de cette équipe. À 127 km de l'arrivée, nous arrivons dans la côte de Zittig et c'est Reijnderink qui passe en tête derrière. Alpecin roule. L'écart max sera de 5 minutes, qui arrivera au bout de 25 km d'échappée à peu près. Et l'écart va être stabilisé autour des 3 minutes pendant extrêmement longtemps. Au sprint intermédiaire de Jungister, c'est Kess qui passe en tête devant Reijnderink et Harry Sweeney qui prend une seconde de bonification dans ce premier sprint intermédiaire de la journée. Il y en a 3 sur cette étape numéro 2. Nous avons la montée de Steinsel, une montée hors catégorie, c'est à 76 km de l'arrivée. De nouveau Reijnderink qui passe en tête devant son collègue Kess de la sélection nationale du Luxembourg. Pierre Latour et Coulset abandonnent la course derrière la Groupama et Alpecin route. Et il n'y aura plus qu'un coureur à l'avant, Alexandre Kess, car Reijnderink décide de l'abandonner une fois qu'il a pris les points du classement de la montagne. 43 km de l'arrivée. L'écart n'est que de 2 minutes. Et le coureur luxembourgeois qui sera repris à 31 km de l'arrivée. À 20 km de l'arrivée, nous avons le premier passage sur la ligne d'arrivée qui est un sprint intermédiaire. Et c'est Carl Fredrik Hagen du côté de la Q36.5 qui passe en tête devant Marc Hirschi qui prend donc 2 secondes de bonification et Anderson, le coureur de la Uno X, qui lui prend 1 seconde. Juste après, Carl Fredrik Hagen est repris et Vercouilly attaque suivi 1 km après par Reijnderink. Les deux vont avoir jusqu'à 55 secondes d'avance sur le peloton, mais qui va se remettre en route, et ce qui fait qu'on va les reprendre assez vite. Au deuxième passage, ils sont toujours en tête à 8 km 500, le deuxième passage sur la ligne d'arrivée. Vercouilly passe en tête et Marc Hirschi prend la dernière seconde de bonification qui était en jeu, et Reijnderink attaque à 6 km de l'arrivée, mais il sera repris 1,5 km après. Et à 5 km 400 de l'arrivée, on a la chute, une chute violente. Archie Ryan, le coureur de la l'UEF, mais surtout Ruben Guerreiro qui va abandonner le Portugais, au moins protocole commotion et certainement clavicule ou omoplate parce qu'il est tombé à haute vitesse. Et puis à la fin, tout le monde est repris. Nous avons un sprint à l'arrivée emmené à la perfection par la Lidl Trek avec Mats Pedersen qui est bien en place devant Mathieu Van Der Poel. La porte est un petit peu malmenée dans ce sprint et Pedersen s'impose devant Mathieu Van Der Poel qui n'arrive jamais à le dépasser. Et Robin Froidevaux du côté de la Tudor. On regarde tout de suite les coureurs au top. Attaque de Marlou! Du côté des coureurs top, je commence avec Mats Pedersen, le coureur danois. Eh bien, autant du côté des Danois de la Lidl Trek, ça ne s'est pas bien passé pour Skelmose, et ça, c'est pas une bonne nouvelle, comme je disais pour la sélection danoise, parce que, eh bien, c'était quasiment le seul leader, Vingegaard ne venant pas. C'est sûr qu'on misait énormément sur Skelmose, un parcours qui pouvait lui convenir en plus, donc on espère que ce n'est pas une blessure trop grave, mais c'est sûr que c'est pas très rassurant du côté du coureur danois. Je rappelle que les championnats du monde de la course en ligne, c'est dans 10 jours seulement, donc il reste très peu de temps pour se remettre d'une blessure. Du côté de Mats Pedersen, par contre, eh bien, on a contrôlé toute la journée, alors, avec l'aide de la Groupama FDJ notamment. Ça s'est pas hyper bien passé pour la Groupama FDJ. Mais par contre, ça s'est bien passé pour Mats Pedersen, le coureur danois. Il est toujours là pendant toute l'année, quoi. Alors c'est vrai qu'il avait eu un début de saison vraiment canon. Il y a eu la chute sur le Tour de France qui a un petit peu été difficile à gérer pour le coureur danois, parce que c'est vrai que ça a été une grosse déception pour lui. Il misait beaucoup sur ce Tour de France. Surtout qu'il voulait égaliser par rapport à un Jonathan Milan qui avait fait un très bon Tour d'Italie.
Et le problème de Pedersen, c'est qu'il y a eu cette chute. Après, il a fait un bon Tour d'Allemagne. De toute façon, la Lidl Trek a dominé le Tour d'Allemagne, qui est aussi une course qu'il sponsorise. Et puis là, après, ce Tour du Luxembourg, il y avait une étape aujourd'hui sur le plat. C'est vrai qu'hier, on ne l'avait pas vu à l'avant de la course. On avait plutôt misé sur Skelmose, qui avait seulement fini 12e. Aujourd'hui, on sentait bien que l'équipe misait sur lui, avec une étape en plus qui s'est pas courue non plus sur un rythme. Alors, c'était pas lent, mais c'était pas rapide non plus. C'était un rythme moyen. On était à 42,5, je crois, de moyenne. Je crois qu'on a dû arriver dans ces eaux-là. Je sais même pas si on était. Ouais, on était à 41 996 à l'arrivée. On était même pas. On était à 42, ce qui est pas lent, parce que lent sur une étape comme ça aurait pu être en dessous de 40 km/h, ce qui est pas rapide non plus, parce qu'on n'était pas à plus de 45. Voilà, on était sur un rythme quand même qui était assez intéressant. On aurait pu s'attendre à un rythme plus lent, même avec seulement 2 coureurs en échappée, mais on a bien utilisé son équipe, notamment. On a utilisé à bon niveau Julien Bernard, toujours impressionnant. Julien Bernard, je trouve, moi, c'est vraiment un coureur qui se bonifie avec le temps. Le coureur français, équipier modèle. Et puis après, quand il a fallu lancer le sprint du côté de la Lidl Trek, eh bien, on était parfaitement en place, avec notamment Alex Kirch et Quinn Simons. Et ces deux-là ont fait un excellent travail pour placer correctement Mats Pedersen, qui n'a jamais été gêné par ses adversaires, notamment Mathieu Van Der Poel, mais encore une fois avec cette configuration de sprint qui était atypique. C'est vrai que c'était un avantage d'être en première position, mais il fallait avoir les équipiers pour le faire, et les équipiers ont fait du bon boulot. Deuxième coureur top du jour, eh bien, je voulais parler de Robin Froidevaux, le coureur de la Tudor, qui prend la 3e place aujourd'hui derrière Mathieu Van Der Poel, qui s'est bagarré pour aller prendre cette 3e place. Vraiment, il a été chercher les accotements, il a vraiment essayé de faire sa place. Coureur qui est à la Tudor, il était déjà chez Swiss Racing Academy en 2021, donc c'est presque un pur produit de cette structure. Et c'est vrai que du côté de Robin Froidevaux, je ne m'attendais pas à le voir à ce niveau-là sur cette étape, mais il a bien fait sa place dans les derniers kilomètres. Il a vraiment tout fait pour essayer d'obtenir un bon résultat sur cette journée. Robin Froidevaux, qui c'est vrai n'avait pas été... là je regardais les résultats de Robin Froidevaux. C'est un équipier normalement, Robin Froidevaux, mais c'était pas exceptionnel, à part une 13e place sur la Classica des Almeria, qui devait être son meilleur résultat jusqu'à maintenant. Donc voilà, une belle 3e place qui va faire du bien au coureur suisse, qui a remporté déjà dans sa carrière les championnats de Suisse, c'était en 2022, et surtout l'Istrian Spring Trophy également la même année. Donc c'est son meilleur résultat de la saison. C'est toujours bien de réussir à finir l'année sur une bonne note, surtout que c'est un coureur qui est quand même sous contrat jusqu'en 2026, donc c'est-à-dire que Tudor mise beaucoup sur lui. C'est un coureur qui avait participé aussi aux Jeux européens en 2019, où il avait pris la 8e place, 5e du Tour d'Eure-et-Loire en 2021, 2e de la Route Tourangelle en 2022. Et donc là, 2022, c'était déjà l'époque de la Tudor, qui venait d'arriver en Continental. Donc là, voilà, c'est un bon résultat pour lui. Et on espère que ça va peut-être aussi performer sur d'autres journées du côté de Robin Froidevaux, parce que c'est vrai que c'est un coureur qui, encore une fois, là, a 25 ans, donc ça serait pas mal d'obtenir des résultats, surtout qu'il aura bientôt 26 au mois d'octobre. Donc ouais, ça serait intéressant pour lui d'aller chercher des bons résultats pour montrer sa confiance en son équipe. Lui qui fera la Crow Race après les championnats du monde, donc au mois d'octobre. Ça commencera le 1er octobre, la Crow Race, qu'on suivra également sur la chaîne. On l'avait déjà fait, mais l'année dernière on avait fait que des shorts. Là on fera peut-être des vraies vidéos pour cette Crow Race, qui marque vraiment là l'entrée dans la toute dernière partie de saison, ce Tour de Croatie, parce qu'on arrive à la Crow Race, après c'est Lombardie, c'est Paris Tour, quasiment, et puis ensuite c'est les dernières courses de l'année,
Encore une fois, il reste un mois, hein, on est dans le dernier mois de la saison 2024, donc c'est pour ça qu'on voit un petit peu de coureurs fatigués aussi dans le peloton, notamment des coureurs qui, je pense, ont hâte de partir en vacances, et je ne vise absolument pas Pierre Latour. Fred White, bah oui, autant hier je l'ai défoncé, voilà, il faut être à un moment un petit peu intelligent. Fred White, aujourd'hui 5e, comme quoi il est capable de faire des sprints derrière Christophe Laporte et donc Robin Froidevaux. Et puis bon, Mathieu Van Der Poel, c'est une bonne journée, hein, mais j'avais pas grand chose à dire sur Christophe Laporte non plus. C'est son meilleur résultat de l'année aussi, à Fred White. Parce qu'il a été hyper discret cette saison, et ça va peut-être le redonner également un petit peu de confiance, un petit peu de baume au cœur à Fred White, parce que c'est vrai que quand on a, comme je disais, une saison compliquée, parfois on a du mal à repartir à l'entraînement, hein, parce qu'on est, on est la tête dans le seau, enfin voilà, on est vraiment en grande difficulté, on se dit je fais un moins que rien, je sais pas faire de vélo, peut-être que j'arriverai jamais à retrouver mon niveau. Alors parfois les vacances peuvent faire du bien, mais des fois elles font tellement du bien, les vacances, que tu n'as pas envie de repartir à l'entraînement, parce que tu t'es tellement aéré la tête que tu n'as pas envie de repartir à l'entraînement en te disant je repars à l'entraînement pour quel résultat, pour quel but, pour quelle solution derrière, et réussir à finir, même si bon, je pense que Fred White 5e place, je suis pas sûr qu'il la retienne énormément, mais finir quand même sur une note pas trop mauvaise son année, avec un petit résultat, 2 petits résultats, ça peut faire du bien et ça peut permettre de repartir plus facilement à l'entraînement, de moins gamberger pendant cette phase de pause, de vraiment décompresser. Et ce que n'a pas réussi à faire par exemple un Pierre Latour. Imaginons un Pierre Latour qui aurait fait top 10 sur ce Tour de Luxembourg, ça lui aurait fait du bien. Il n'a pas réussi à le faire, voilà, il a abandonné. J'espère que Fred White arrivera à faire un bon résultat. Il y a 2 étapes qui peuvent lui convenir en plus à Fred White, donc voilà, j'espère qu'il arrivera à obtenir quelque chose sur une année comme ça qui a été extrêmement compliquée. Lui aussi il sera sur la Croix-Race, hein, en passant. Ça sera un coureur dangereux, on en avait parlé déjà hier, hein, qui serait sur la Croix-Race. Alors il avait quand même fini 12e du René Bouy Tour, hein, Fred White, ce qui était déjà mieux. Mais ouais, c'est un coureur qui a eu une année qui n'était pas évidente. 8e à Colombey-les-Deux-Églises et 8e de la première étape de Saint-Pourçain-sur-Sioule sur le Dauphiné cette saison. Et 14e du Al-Oula-Tour aussi en Arabie Saoudite. Et puis on termine avec Alexandre Kess, le coureur de la sélection luxembourgeoise. C'était culotté de repartir en échappée. Voilà, déjà hier, hein, il était dans la bonne échappée, Alexandre Kess. Il avait été repris à 50 bornes de l'arrivée. Mais il était dans cette échappée de 4 qui était devenue ensuite une échappée de 3 puis de 2 coureurs après qu'il se soit fait lâcher. Et donc Alexandre Kess qui aujourd'hui s'est remontré à l'avant. Jeune coureur de seulement 21 ans qui est dans l'équipe Philippe Wagner-Bazin qui va devenir l'équipe Bingoal. En fait, les 2 équipes vont fusionner ensemble l'année prochaine pour permettre à Bingoal d'avoir un peu plus de moyens. Voilà, ça va être intéressant de voir comment ça va se passer, même cette fusion, parce que c'est pas toujours simple. La Bingoal qui cette année, il faut bien le dire, hein, n'a pas eu 2 victoires seulement, Alexander Salby et David Persico du côté de cette formation. Ça a été pas forcément évident pour cette équipe, donc voilà, qui sera avec Bingoal, avec Wagner-Bazin. On ne sait pas encore quels coureurs seront dans cette équipe totalement, parce que ça s'est fait un petit peu sur le tard, cette fusion. Mais Alexandre Kess, voilà, de Philippe Wagner, qui a montré des choses intéressantes. Il participera au championnat du monde. Alors, je ne sais pas trop ce que ça va donner pour Alexandre Kess, mais c'est bien de se montrer sur ces grandes courses-là, hein, quand on est un jeune coureur. C'est bien de montrer ce qu'on sait faire quand on vous en donne la chance. Et c'est vrai que ces sélections nationales, ça permet de se montrer. C'est vrai qu'en France, on ne le fait pas, hein. Sur les courses françaises, on n'a pas de sélection nationale, ou très rarement
on envoie une sélection française. La Suisse le fait tout le temps. Le Canada l'a fait pour les classiques canadiennes en World Tour. Voilà, le Luxembourg le fait. Ça permet de montrer à des jeunes coureurs le niveau professionnel, le haut niveau, hein. Le Tour de Luxembourg, même si c'est une Pro Series, il y a quand même du beau monde. Et puis, ça permet aussi à ces jeunes de se montrer au niveau du peloton professionnel, quitte à obtenir un contrat ou dans 1 an, dans 2 ans. Et ça sera peut-être parce que ce coureur-là a pris 2 échappées sur le Tour de Luxembourg, qu'il a commencé à taper dans l'œil d'un recruteur, qui ensuite l'a suivi sur d'autres épreuves, qui l'a trouvé pas mal et qui lui donnera un contrat. Donc c'est pour ça que c'est intéressant. Le Tour du Luxembourg, c'est des courses qui sont sympas à suivre parce que ça permet de découvrir des talents. C'est pour ça que c'est intéressant aussi de regarder. Moi, je n'ai pas le temps de le faire, mais c'est vrai que ça peut être intéressant de voir aussi les courses espoirs parce qu'on découvre des talents et on découvre souvent les futurs champions du cyclisme professionnel. Et donc, Alexandre Kess, partir déjà 2 jours en échappée, 2 fois plus de 100 km, se retrouver en plus seul, parce que Coco Rendering l'a abandonné. Et je trouve que c'est intéressant. Voilà, donc Alexandre Kess, on va essayer de retenir son nom, pourquoi pas pour l'année prochaine si elle est dans une équipe de haut niveau. Allez, on regarde tout de suite les bonnets d'âne. On termine avec 2 bonnets d'âne aujourd'hui. Je commence avec Laurens Pitty, le coureur néo-zélandais de la Groupama FDJ. Ouais, 8e seulement. On a quand même beaucoup travaillé du côté de la Groupama. Je pense que c'était plus pour lui que pour David Gaudu sur cette étape-là, parce que dans le final, David Gaudu, on savait que ça allait être quand même compliqué de faire la différence, et je pense qu'on bossait plus pour Laurens Pitty que pour Valentin Madouas, par exemple, également, parce que Brio Roland a fait beaucoup de boulot. Et Laurens Pitty prend seulement la 8e place avec ça. Autant il a été très performant, sur les classiques flandriennes et sur cette grosse première partie de saison. Bon, sur le Giro, ça avait été compliqué, à part sa 4e place à Francavilla Almare. C'est vrai que pour le reste, ça avait été assez compliqué. Alors sur le Tour de l'Ain, il prend quand même la 2e place du côté de Bourg-en-Bresse. Mais depuis, c'est pas exceptionnel, pas de top 10 sur le Tour de Pologne. 2e du Grand Prix d'Isberg, pas de Calais quand même. Mais je dirais que sa première saison a été meilleure, sa première partie de saison a été meilleure. Après, c'est un jeune coureur, encore une fois, à qui on a mis beaucoup d'ambition cette année, parce que on lui a mis un petit peu de pression, je pense, cette année, du côté de la Groupama. C'était pas prévu qu'il soit aussi bon sur les classiques flandriennes, et il a été très bon sur les classiques flandriennes, même si les résultats n'ont pas forcément toujours suivi. Je pense notamment au Kurn Bruxelles Kurn où il est dans l'échappée avec Van Aert notamment. Et donc là, Laurens Pitty, oui, c'est un petit peu plus compliqué sur cette 2e partie de saison. Après, son année est très bonne, Laurens Pitty. On mise beaucoup sur lui chez Red Bull, mais plus sur un profil flandrien que sur un profil sprint. On a déjà sprint, on a Jordi Meus du côté de la Red Bull Bora. Mais ouais, là aujourd'hui on roulait beaucoup pour lui et ça n'a pas forcément marché. Je pense que vraiment le Giro, c'était pas forcément prévu au départ, le Giro, c'était encore moins prévu qu'il soit leader unique aussi sur cette épreuve. Au départ, ça devait être Penouet, puis Penouet s'étant blessé, c'est vrai que ça a fortement modifié les plans de l'équipe. Et là aujourd'hui en plus c'était pas forcément un sprint qui lui convenait. C'est là aussi où je me dis quand même que du côté de la Groupama, je sais pas pourquoi on a fait autant d'efforts sur cette étape, parce que on sait que c'est pas forcément le meilleur sur les sprints très touchy, sur les sprints où il y a beaucoup de mouvements, c'est un peu le problème même qu'il a eu sur le Giro. Parce que dès qu'il a un peu bousculé, Laurens Pitty, il a un peu du mal. Parce que c'est pas vraiment un pur sprinter. On est sur un coureur qui a une bonne pente de vitesse, mais on n'est pas totalement sur un sprinter. Alors quand on est sur des sprints où il est au-dessus du lot, il arrive à s'en sortir. Mais quand il y a beaucoup d'agitation autour de lui, c'est un petit peu compliqué. Et là aujourd'hui, vu le final, on savait que ça allait être un sprint assez houleux. C'est pas forcément là-dedans qu'il est le meilleur. Et puis Magnus Cort Nielsen. Alors j'étais déjà assez surpris hier de le voir loin, mais bon, j'avais mis d'autres coureurs. 90e Magnus Cort Nielsen aujourd'hui à 2 minutes 39, pas dans le sprint.
alors que bon, c'est quand même un coureur qui sait se débrouiller dans ce genre de situation. En plus, c'est surprenant parce qu'il a fait une belle année, Kort Nielsen. Bon, à part le Tour de France, où il prend des échappées, mais ça ne va pas forcément au bout, mais il remporte une étape du Critérium du Dauphiné. Il remporte également pas mal de courses à cet été, hein. Il a fait 3e de la Bretagne Classique, 2e du Tour de Danemark, vainqueur de l'Arctic Race of Norway. Donc il a fait un très très bel été où il a collectionné les résultats. Donc ça y est, je pouvais me dire sur ce Tour de Luxembourg, tiens, il serait dans le coup. 2 premières étapes pas exceptionnelles, on voit qu'on mise plus quand même sur Andresen. Alors est-ce qu'il voulait pas prendre de risques parce que bon bah voilà, les championnats du monde, c'est une course qui peut lui tenir à cœur, notamment il sera sur le relais mixte le mercredi, Magnus Kort Nielsen. Mais j'étais assez surpris de le voir aussi loin. Parce que oui, c'est un sprint qui pouvait lui convenir. Il pouvait faire au moins top 10, hein, Kort Nielsen, de ne pas le voir dans le top 10, le voir même distancé, c'est assez surprenant. Il est complètement distancé au général, Magnus Kort Nielsen, donc ça m'a surpris. Voilà, c'est pour ça que je voulais le mettre en flop. Allez, je n'ai pas véritablement d'autres flops à donner, donc on regarde tout de suite le classement de cette étape. Les résultats de l'étape du jour sur le Tour de Luxembourg. Deuxième étape, victoire aujourd'hui de Mats Pedersen devant Van Der Poel et Robin Froidevaux. Premier français Christophe Laporte, deuxième français Anthony Turgis qui est 14e. On note la 8e place donc de Laurens Petty dont on a parlé un petit peu plus tôt dans cette vidéo. Du côté des derniers coureurs, alors vous avez donc Tupalik, Alexandre Kess, l'un des baroudeurs du jour, parmi les abandons au ski Moseux. On ne sait pas trop pour le moment l'étendue des dégâts pour le coureur danois, hein. Ça aura son importance pour les championnats du monde qui ont lieu dans une dizaine de jours, parce qu'on sait que c'était la tête d'affiche du côté du Danemark. Et que s'il n'y a pas Pascal Moseux, ça devient plus compliqué pour cette équipe. Ruben Guerrero, là aussi, des inquiétudes, parce que je pense qu'au niveau de la tête, il a tapé extrêmement fort. Ruben Guerrero, Aaron Van Hoek, Pierre Latour, saison catastrophique hein, pour le coureur français. Et puis Coulset, Brenner et Christophersen, dont on avait déjà parlé en tout début de vidéo lors du résumé de l'étape du jour. Du côté du classement général, c'est Van Der Poel qui est en tête avec 10 secondes d'avance sur la porte. Andreas Kron est à 12 secondes avec Mark Hirschi grâce aux 4 secondes de bonification, dont 3 récupérées aujourd'hui. Vous avez ensuite Karl Fredrika Gunn et Andersen, le coureur de la Uno X. Pour le moment, la lanterne rouge, c'est Jack Rockin Gray, le coureur de F Education Easy Post, qui est à 23 minutes. Et puis du côté du classement du maillot vert, eh bien c'est Van Der Poel qui est en tête avec 9 petits points d'avance sur Christophe Laporte. On retrouve ensuite Mats Pedersen, Andreas Kron, Robin Froidevaux. Et puis du côté du classement de la montagne, c'est Reindering, le coureur de la Soudal Quick-Step, qui est en tête. 14 points d'avance sur Mattia Baïs, Alexandre Kess derrière. S'il arrive à être devant demain, normalement ça devrait être bon pour son maillot de la montagne, le maillot noir, hein. Ce n'est pas un maillot à pois, c'est un maillot noir. Du côté du classement du meilleur jeune, c'est Andersen, le coureur de la Uno X, qui est en tête, mais avec seulement 1 seconde d'avance sur Tiberi. Et on va dire la plupart des leaders, on retrouve Fischer Black, Maury Van Sovenen, Jordan Jegat, encore une fois Bastien Trochon, Juan Ayuso ou encore Pelayo Sanchez. Et puis du côté du classement par équipe, c'est la Visma qui est toujours en tête devant la Politicometa. Et toujours cette équipe dans le temps du leader, notamment la Groupama FDJ, la Decathlon, deuxième équipe française. Et c'est la Tudor et Alpecin qui sont toujours les 2 dernières équipes dans ce classement. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à regarder la vidéo sur les transferts qui est sortie un petit peu plus tôt dans la journée. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez ajouter la petite cloche. Et puis bien nous, on se retrouve dès demain pour la 3e étape du Tour de Luxembourg. Allez, ciao ciao sur la Maniac Production.